C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la dégradation du climat politique au Tchad. L'opposition a tenu une conférence de presse ce mercredi pour tirer la sonnette d'alarme. Le parti Les Patriotes a dénoncé un durcissement du pouvoir sur fond de condamnations judiciaires visant plusieurs responsables politiques. Nous serons à N'Djamena dans ce journal. Les élections législatives au Cap-Vert, elles sont cruciales pour le système politique de l'archipel. Le scrutin se tiendra ce week-end. L'occasion pour nous de vous parler des défis à relever dans le pays. Reportage sur le manque d'eau à suivre dans un instant. Et puis ce soir, on finit en musique avec la nouvelle star de la musique sud-africaine. J'ai nommé Tyla, à seulement 24 ans. Elle est l'une des plus grandes artistes de la scène musicale mondiale. Son titre, Water, avait dépassé les 9 milliards de vues sur TikTok. Son portrait à la fin de ce journal. La mobilisation de l'opposition au Tchad, une conférence de presse s'est tenue ce mercredi à N'Djamena pour alerter sur la dégradation du climat politique. Le parti Les Patriotes, membre de l'ex-groupe de concertation des acteurs politiques, a dénoncé un durcissement du pouvoir sur fond de condamnations judiciaires visant plusieurs responsables politiques. Ghislaine Alatouram. Le parti Les Patriotes, membre de l'ex-GCAP, dénonce un climat politique de plus en plus tendu, marqué notamment par la condamnation à 8 ans de prison des principaux dirigeants de l'ancienne coalition dissoute, dont son président Nassour Ibrahim Koursami. Une décision de justice qui immobilise totalement l'espace politique selon le parti d'opposition. L'emprisonnement de ces figures de l'opposition crédibles ne rend pas honneur à notre pays ni à notre peuple. Il envoie un message plutôt inquiétant à tous les Tchadiens. S'opposer avec le système actuel, avec le régime actuel, peut vous coûter la vie. Et si vous avez la chance, vous serez seulement emprisonné 8 ans, 20 ans. Les responsables du mouvement pointent également une insécurité persistante et une aggravation des divisions communautaires et appellent à la fin de ce qu'ils qualifient de massacre politique. Cette montée des tensions politiques intervient alors que l'un des principaux opposants tchadiens, Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, aura bientôt passé une première année en prison, condamné à 20 ans de réclusion, notamment pour complicité de meurtre. Les autorités n'ont pas réagi aux propos des membres du GCAP dissous. On vous le disait hier, dans l'est de la République démocratique du Congo, la FCM23, soutenue par le Rwanda, s'est retirée cette semaine de plusieurs localités de la plaine de Ruzizi et des hauts plateaux dans le sud Kivu. C'est dans ce contexte que l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch accuse le groupe armé et les forces rwandaises d'exactions lors de la prise et l'occupation d'Ouvira en décembre 2025. Les précisions à Kinshasa d'Emmett Livingstone. Des dizaines de personnes exécutées, des garçons enlevés et portés disparus et des femmes violées devant leur mari. Voici quelques-unes des révélations faites par Human Rights Watch concernant l'occupation de la ville d'Ouvira par l'AFC M23 dans un rapport publié jeudi. Les rebelles, aidés par des soldats rwandais, ont pris la ville le 16 décembre, puis se sont retirés à la mi-janvier après un tollé diplomatique. Pendant cette période, ils ont commis des abus, y compris d'éventuels crimes de guerre. L'ONG de défense des droits humains a notamment documenté 62 exécutions sommaires commises par les forces rebelles ou rwandaises. Human Rights Watch a également recensé des cas de disparition ainsi que des viols. Les cas qu'on a documentés représentent une fraction probable de la totalité des exactions commises par le M23 et les forces rwandaises pendant leur occupation d'Ouvira. Et aujourd'hui, il y a une opportunité pour les autorités congolaises qui ont rétabli le contrôle sur la ville de mener et d'ouvrir une enquête judiciaire pour s'assurer qu'il y ait une responsabilité pénale qui soit établie pour les crimes commis pendant l'occupation d'Ouvira, mais aussi par les groupes armés qui sont alliés à l'armée congolaise, qui ont également commis des exactions contre les civils de cette ville. Human Rights Watch a déclaré que tous les acteurs du conflit doivent respecter les lois de la guerre. L'organisation a ajouté que le Rwanda, qui était la puissance occupante de facto d'Ouvira, pourrait être tenu responsable de crimes de guerre.
Ce rapport fait suite à des changements sur le terrain autour d'Ouvira au début de la semaine. Sous la pression des États-Unis, les rebelles se sont retirés de plusieurs localités proches d'Ouvira. Il s'agit du premier déplacement important des lignes de front depuis des mois. On reste en RDC, mais pour toute autre chose. À Kinshasa, un sanctuaire dédié aux bonobos accueille et réhabilite des primates orphelins dont les parents sont victimes du braconnage. Originaires de la République démocratique du Congo, les bonobos ont vu leur population chuter d'environ 80% au cours des dernières décennies et sont aujourd'hui menacés d'extinction. Laurent Berstécher. Endormi dans les bras de sa soignante, ce petit bonobo rêve peut-être encore de ses parents, tués par des braconneurs. Dans ce sanctuaire au sud de Kinshasa, Micheline Nzonzi joue depuis plus de 20 ans le rôle de mère de substitution pour ces primates orphelins. Les bonobos que nous recevons sont souvent stressés car ils ont perdu leurs parents. Donc quand ils arrivent ici, ils ont besoin d'être rassurés. Nous les prenons dans nos bras pour qu'ils se sentent en sécurité. Les bonobos partagent 99% de leur ADN avec les humains, en faisant nos plus proches cousins derrière les chimpanzés. Ces grands singes vivent uniquement en République démocratique du Congo, où leur nombre a drastiquement chuté, passant de plus de 100 000 individus dans les années 80 à moins de 20 000 aujourd'hui. Placés sur la liste rouge des espèces menacées il y a plus de 30 ans, ces primates n'en demeurent pas moins une des cibles privilégiées des braconneurs. Ce n'est pas seulement le bonobo qui est victime du braconnage. Il y a plusieurs animaux qui sont tués. Mais le problème avec les bonobos, c'est juste qu'ils sont pas ailleurs, on les trouve seulement en RDC. Vous voyez? C'est pourquoi le nombre baisse sensiblement. Malgré les efforts de sensibilisation déployés par les équipes du sanctuaire et le renforcement des mesures de protection pour les espèces en voie de disparition, on trouve encore de la viande de brousse issue du braconnage sur les étals des marchés de Kinshasa. Direction à présent le Cap-Vert. Alors que les élections législatives arrivent à grands pas, un défi de taille refait surface, celui de l'eau. Classé parmi les 15 pays avec la plus faible pluviométrie de la planète, le Cap-Vert a connu des décennies extrêmement sèches au XXe siècle, entraînant des famines et des exodes massifs. Depuis, l'archipel a trouvé un fragile équilibre, mais les défis restent énormes. Reportage de Sarah Sacco et Simon Martin. Contrairement à ce que laisse penser son nom, le Cap-Vert est loin d'être un archipel luxuriant. Pour les agriculteurs de l'île de Santiago, maintenir une parcelle de verdure relève même du gouffre financier. Nous avons toujours eu des problèmes d'eau. Et ça a créé beaucoup de conflits. Nous avions une dette de plus de 50 000 € envers la Société nationale qui gère l'eau ici. Une eau très chère parce que rare. Le Cap-Vert fait partie des 15 pays où il pleut le moins. L'eau distribuée provient des usines de désalinisation ou de rares forages, alors il a fallu s'adapter. Beaucoup d'agriculteurs ont installé un goutte-à-goutte. Comme ça, on consomme 75% d'eau en moins qu'avec l'ancienne méthode. Sur les hauteurs de la capitale, dans les quartiers pauvres, l'eau n'arrive tout simplement pas jusqu'au robinet. Seul moyen pour s'approvisionner, ces camions d'eau de sociétés privées. J'appelle ces camions pour qu'ils viennent ici et j'achète ensuite l'eau à la tonne. Mais régulièrement, il y a des pannes où le camion ne peut pas passer. Et alors je dois aller chercher de l'eau à pied, plus loin. Pour ces quartiers en perpétuelle expansion, raccorder les habitants est un casse-tête technique et coûte cher. Face à ce défi, le Cap-Vert bénéficie aussi d'une aide conséquente de sa diaspora, très importante pour l'archipel. Et c'est vrai que l'engagement de la diaspora française, à travers des associations, à travers la fédération, permet d'agir ici. Et aussi avec le complément des agences de l'eau, parce qu'en France, on a la chance d'avoir les agences de l'eau qui peuvent intervenir à l'international. Malgré les initiatives, l'eau reste de loin l'un des défis majeurs de l'archipel. Aujourd'hui, 30% des Cap-Verdiens vivent sans raccordement à l'eau courante.
Ce soir, on vous parle de la nouvelle icône de la musique sud-africaine, Tyla. À seulement 24 ans, elle est déjà l'une des plus grandes artistes de la scène musicale mondiale. Son titre Water avait dépassé les 9 milliards de vues sur TikTok. Elle a récemment fait sensation au Met Gala. Reportage de Caroline Dumais, Graham Walsh et Younis Masson. En 2024, Tyla était la plus jeune artiste africaine à remporter un Grammy. Elle n'avait que 22 ans. Rien, pourtant, ne la prédestinait à une carrière internationale. Originaire d'Edenvale, Tyla Sithole est issue d'un milieu modeste. Elle a passé le baccalauréat dans ce lycée. Dans les couloirs, nous avons retrouvé son nom sur le tableau des élèves ayant obtenu les meilleures performances artistiques. Son ancienne enseignante nous montre l'album. Quand elle était en terminale, elle avait reçu le prix de la meilleure chanteuse et de la meilleure actrice. C'était il y a seulement 7 ans. Ce dont je me souviens à propos de Tyla, c'est qu'elle était très appliquée. Même si elle avait d'excellents résultats académiques, on sentait que sa véritable passion, c'était la musique. Quand Tyla montait sur scène, il y avait, je ne sais pas comment le dire, une présence, oui c'est ça. Sa carrière est fulgurante. Tyla a remporté un 2e Grammy cette année grâce à son titre Push to Start. Elle est également devenue numéro 1 du streaming en Afrique du Sud. Dans son pays, ses fans adorent son style qu'elle décrit comme du pop-piano, mélange d'amapiano, de pop et d'afrobeats. Elle sait comment incorporer la musique américaine, le R&B et la pop avec une touche sud-africaine. S'il n'y avait pas eu de Tyla, l'Afrique du Sud ne serait pas aussi reconnue mondialement aujourd'hui. Je porte du Chanel qui viennent de collectionneurs, de galeries, de partout en fait. Et regardez ce sac. Tyla est très présente sur les réseaux. Ses danses deviennent virales. Elle séduit un public très jeune à 13 ans. Tricia fait déjà partie des Tigers, le club des fans online de Tyla. J'aime vraiment voir la façon dont tout le monde se bouge sur TikTok. On se lève de sa chaise, on danse et on fait des vidéos. Complètement conquise, Tricia prévoit d'aller l'an prochain dans le même lycée que Tyla. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Aussi, merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.